Le 19 décembre 1944, les équipages de Panther allemands à l'extérieur du village de Noville rapportaient quelque chose d'impossible. Les chars américains étaient partout. Ils apparaissaient du brouillard, tiraient un seul coup dans le flanc d'un Panther, puis disparaissaient avant que la tourelle ne puisse pivoter pour riposter. Quelques minutes plus tard, la même chose se produisait depuis une direction complètement différente. Le renseignement allemand rapporta au quartier général de la 2e division Panzer qu'ils avaient rencontré une division américaine complète à Noville. Ils se trompaient. Les Américains avaient une poignée de chasseurs de chars, des véhicules de 18 tonnes avec un blindage fin comme du papier qui ne pouvaient pas survivre à un seul coup. Mais les Allemands ne pouvaient pas les toucher. Le M18L4 était le véhicule à chenilles le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Et ce matin glacial à l'extérieur de Bastogne, la vitesse se révélait plus mortelle que le blindage. La machine de guerre allemande avait construit les chars les plus redoutés au monde. Le Tiger, le Panther, des monstres qui pouvaient détruire les blindés alliés à des distances dépassant 1,6 km. Mais ces machines tueuses avaient une vulnérabilité que les ingénieurs allemands n'ont jamais résolue. Leur tourelle dépendait du moteur principal pour la puissance. Le Tiger y utilisait un système de rotation hydraulique entraîné par la boîte de vitesse. À haut régime moteur, la tourelle pouvait effectuer une rotation complète en environ 60 secondes. Mais les chars ne combattent pas à haut régime. Ils combattent à l'arrêt ou au ralenti. Au ralenti, cette même tourelle de Tiger pouvait prendre jusqu'à 4 minutes pour une rotation complète. Et si l'hydraulique tombait en panne, l'équipage devait actionner la manivelle à la main. 720 tours de manivelle pour une rotation complète. Le Panther était meilleur, mais encore imparfait. Au ralenti de combat, faire pivoter seulement 90 degrés prenait 15 à 20 secondes. Ce n'était pas un inconvénient mineur. C'était un défaut fatal contre le bon ennemi. Imaginez la terreur de ces hommes, prisonniers de leur propre titan d'acier face à la foudre américaine. En 1941, un lieutenant-colonel nommé Andrew Davis Bruce prit le commandement du centre tactique et de tir des chasseurs de chars. Il avait un travail, trouver comment arrêter les Panzers allemands. Bruce étudia le Blitzkrieg. Il analysa chaque engagement où les chars alliés avaient affronté les Panzers et perdu. Et il parvint à une conclusion qui contredisait tout ce que l'armée croyait sur la guerre blindée. Les chasseurs de chars devaient être rapides, pas blindés. Un boxeur, pas un cogneur. Sa philosophie était simple. Les chars allemands avaient un blindage frontal épais et des canons puissants. Les affronter de face était une mort certaine. Mais les chars allemands étaient lents, leur tourelle était plus lente, et leur blindage latéral était mince. Un véhicule rapide pouvait contourner un Panzer avant que sa tourelle ne puisse pivoter, frapper le flanc, détruire le char, disparaître avant que le reste de la colonne ne puisse réagir. L'armée pensait qu'il était faux. Ils construisirent quand même le véhicule. Mais pour les équipages qui allaient les conduire, la théorie de Bruce était une réalité terrifiante. Il leur demandait d'échanger l'acier contre la vitesse, de parier leur vie qu'ils pouvaient bouger plus vite que l'ennemi ne pouvait tirer. La division Buick Motor obtint le contrat en 1942. Ils assignèrent le studio de design de Harley Earl au projet. La même équipe qui créerait plus tard les Cadillac à ailerons des années 1950. Ce qu'ils construisirent ne ressemblait à rien d'autre dans l'arsenal américain. Le M18 pesait seulement 18 tonnes. Un Panther pesait 45 tonnes. Un Tiger pesait 57 tonnes. Ils y parvinrent en réduisant le blindage à presque rien. La coque frontale faisait 13 mm d'épaisseur. La face de la tourelle n'était que légèrement plus épaisse à 25 mm. Les fusils d'infanterie standard ne pouvaient pas le pénétrer. Tout le reste le pouvait. Quand les équipages virent pour la première fois les spécifications, ils furent horrifiés. 13 mm n'était pas un blindage. C'était de la peau. Ils plaisantaient en disant que l'acier n'était là que pour empêcher le vent d'entrer. À l'intérieur de cette coque, vous n'étiez pas protégé. Vous étiez juste caché. Le moteur était un Wright R975 radial. Le même moteur d'avion utilisé dans le Sherman, mais dans un véhicule 2 fois moins lourd. Le résultat fut une vitesse maximale de 88 km/h, le véhicule de combat blindé à chenilles le plus rapide de la Seconde Guerre mondiale. Ils lui donnèrent un nom qui correspondait à sa personnalité,
le L4. Les chiffres racontaient l'histoire. À 48 km/h, un M18 parcourait 13 mètres par seconde. Dans les 15 secondes dont un Panther avait besoin pour pivoter de 90 degrés, un L4 parcourait plus de 180 mètres. C'était suffisant pour rester devant le canon. Les artilleurs allemands faisaient face à un calcul impossible. Viser en avance et espérer qu'il maintienne sa trajectoire, ou le suivre et regarder vos obus atterrir là où il était. De toute façon, vous alliez probablement manquer votre cible et vous n'alliez avoir qu'un seul tir. Car pendant que vous faisiez pivoter votre tourelle, ce L4 alignait un obus de 76 mm sur votre blindage latéral. La propre tourelle du M18 était rapide, mais ce n'était pas le véritable avantage. L'ensemble du véhicule pouvait se repositionner plus vite qu'une tourelle allemande ne pouvait pivoter. C'étaient les mathématiques de la survie. Et à Bastogne, ces mathématiques allaient être testées. Décembre 1944, la Wehrmacht jeta tout ce qui lui restait dans les Ardennes. Le 705e bataillon de chasseurs de chars fut attaché à la 101e aéroportée à Bastogne. Leur commandant était le lieutenant-colonel Clifford Templeton. Quand les blindés allemands de la 2e division Panzer menacèrent le village de Noville au nord de Bastogne, le 705e fut envoyé pour aider à tenir la ligne. Ils rejoignirent l'équipe de Sobry, une force mixte de Sherman, de L4 et de parachutistes du 506e. Le commandant était le major William de Sobry. Il avait 26 ans et il était sur le point d'affronter une division Panzer entière. Le brouillard était si épais que les engagements se produisaient à bout portant. À cette distance, le blindage fin du L4 était une condamnation à mort, mais les Allemands devaient d'abord les toucher. À l'intérieur des L4, la tension était suffocante. Le M18 avait un toit ouvert, pas de protection. Les équipages étaient exposés à la pluie glaciale, aux tirs de tireurs d'élite et au rugissement assourdissant de la bataille. Dans le brouillard, chaque ombre ressemblait à un Tiger. Le 705e développa une technique qui allait devenir légendaire. Un L4 fonçait vers un coin de rue à Noville. L'équipage repérait un Panther à travers le brouillard, un tir dans le flanc, puis marche arrière à pleine vitesse. Au moment où la tourelle du Panther pivotait pour riposter, le L4 était déjà parti, derrière un bâtiment, dans une ruelle, se repositionnant pour le prochain tir. Quelques instants plus tard, le même L4 apparaissait de l'autre côté de la colonne allemande. Un autre tir, une autre destruction, une autre disparition. Les Allemands ne pouvaient pas les suivre. Chaque fois qu'ils pivotaient pour engager une menace, une autre apparaissait ailleurs. Sentez-vous le cœur de ces jeunes hommes battre la chamade dans ces cercueils d'acier roulant? Les rapports au quartier général de la 2e division Panzer devinrent de plus en plus alarmés. Ils étaient frappés de tous côtés par ce qu'ils estimaient être une division blindée américaine complète. Ils combattaient un seul bataillon renforcé, un major de 26 ans et une poignée de chasseurs de chars aux pieds rapides. La vitesse ne pouvait pas sauver tout le monde. Avec seulement 13 mm d'acier, n'importe quel coup était généralement fatal. Les obus allemands de 75 mm traversaient les deux côtés de la coque. Les équipages pris en terrain découvert mouraient. Ceux qui mal jugeaient leur timing mouraient. Et ceux qui étaient simplement malchanceux faisaient face à une réalité macabre. La tourelle ouverte du M18 signifiait qu'un tir d'artillerie aérien ou un obus de mortier n'avait pas besoin d'un coup direct pour être mortel. Les éclats d'obus pleuvaient directement sur les hommes à l'intérieur. C'était une course rapide, mais c'était une tombe froide et ouverte si vous arrêtiez de bouger. Le colonel Templeton poussa ses hommes durement parce qu'il connaissait l'alternative qui était pire. La défense statique signifiait la mort. Le mouvement signifiait la survie. Les 19 et 20 décembre, l'équipe de Sobry et le 705e détruisirent plus de 30 chars allemands autour de Noville. Le village finit par tomber. La force américaine était trop petite pour tenir contre tout le poids de la 2e division Panzer, mais ils avaient gagné du temps, des heures critiques pour que la 101e aéroportée établisse le périmètre défensif qui tiendrait Bastogne. Templeton survécut à la bataille des Ardennes. Il continua à commander le 705e durant la progression en Allemagne. Le 1er mars 1945, un obus d'artillerie frappa son poste de commandement. Il ne vit jamais la victoire que ses tactiques avaient aidé à accomplir. 4 mois plus tard,
Un autre bataillon de L4 allait prouver ses mathématiques d'une manière complètement différente. Le 805e bataillon de chasseurs de chars était la seule unité en Italie entièrement équipée de M18. Leur commandant était le lieutenant-colonel Herbert Fowler. Les équipages peignirent des logos non autorisés de chats noirs sur leurs tourelles. Un chat de dessin animé mordant un char sur un disque orange. Le commandement leur dit de retirer les marques. Ils ne le firent pas. C'était un petit acte de rébellion, mais cela comptait. Ils conduisaient les véhicules les plus fragiles du théâtre. Ce logo de chat était leur façon de montrer les dents. S'ils devaient mourir dans ces engins, ils allaient le faire avec leur propre identité. En avril 1945, les Alliés lancèrent leur offensive finale en Italie. Après des mois à se frayer un chemin à travers les montagnes des Apennins, la vallée du Pô s'étendait devant eux comme une table de billard. Les forces allemandes battaient en retraite. Des colonnes de camions, de half-track et de chars filaient vers le nord en direction des Alpes. Les soldats appelèrent ce qui se passa ensuite la course aux rats. La vallée du Pô était un territoire parfait pour les L4. Plat, ouvert, pas de nid de forêt pour les ralentir. Les équipages du 805e se retrouvèrent à conduire parallèlement aux colonnes allemandes en retraite. Pas derrière elles, à côté d'elles. À 40 km/h, ils se mettaient à la hauteur et ouvraient le feu. Les canons de 76 mm mitraillaient camions, half-track et chars depuis le flanc. Les artilleurs allemands tournaient frénétiquement leurs tourelles, mais la géométrie était désespérée. Au moment où un canon se tournait, le L4 qui avait tiré s'était déjà déplacé de 180 mètres le long de la colonne. C'était une fusillade à l'échelle des véhicules blindés. Et parce que le 805e était le seul bataillon de L4 dans tout le théâtre, le renseignement allemand était déconcerté. Un chat noir repéré à l'extérieur de Bologne le matin était signalé 80 km plus au nord l'après-midi. La poursuite se déplaçait si vite que les équipages ne pouvaient pas garder les prisonniers qu'ils capturaient. Ils désarmaient simplement les Allemands et les pointaient vers l'arrière. Puis ils continuaient d'avancer. L'adrénaline était constante. Les équipages se souvinrent plus tard de la nature surréaliste de la poursuite, foncer devant l'infanterie ennemie trop stupéfaite pour tirer, le vent fouettant à travers la tourelle ouverte, le sentiment d'être dans une chasse plutôt qu'une bataille. À la fin de la guerre, les M18L4 avaient compilé le ratio de destruction le plus élevé de tous les chars ou chasseurs de chars américains, 526 destructions confirmées. Le ratio d'échange global était d'environ 2,4 contre 1, meilleur que le Sherman, rivalisant avec le M10 à fort impact, meilleur que tout ce que les Américains avaient déployé. Les critiques soulignèrent que les équipages de L4 étaient des élites, des spécialistes hautement entraînés qui auraient pu réussir dans n'importe quel véhicule. L'historien Steven Zaloga appela le M18 une conception mal équilibrée. Il argumenta que le succès était attribuable à la formation et au dévouement des équipages, pas au véhicule lui-même. Peut-être avait-il raison, mais ces hommes choisirent comment combattre. Ils choisirent la vitesse, le flanquement et les tactiques de frappe et fuite parce que c'est ce que le L4 leur permettait de faire. Un véhicule différent aurait forcé des tactiques différentes. Des tactiques différentes auraient pu en tuer davantage. Le M18L4 fut retiré presque immédiatement après la guerre. La doctrine des chasseurs de chars tomba en désuétude. Les futurs chars américains seraient des chars de combat principaux, lourdement blindés. La philosophie du croiseur fut abandonnée. Mais la leçon demeura. Les tankistes allemands ne pouvaient pas toucher ce qu'ils ne pouvaient pas suivre. 15 secondes de rotation de tourelle était une éternité contre un véhicule se déplaçant à 13 mètres par seconde. Les Panthers et les Tigers étaient de meilleurs chars selon toutes les mesures conventionnelles. Blindage plus épais, canon plus gros. Mais les mesures conventionnelles ne tenaient pas compte d'un véhicule de 18 tonnes qui pouvait être ailleurs avant que vous ne finissiez de tourner votre tourelle. À Noville, le 705e utilisa la vitesse pour survivre contre des chances impossibles. Dans la vallée du Pô, le 805e utilisa la vitesse pour anéantir une armée en retraite. Les deux prouvèrent la même vérité. Comprenez-vous maintenant pourquoi ces jeunes héros parièrent tout sur la vitesse contre l'acier invincible allemand?